Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés: la transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenus concrets, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Bonne écoute! Aujourd'hui sur Le Tilt, je reçois un duo pas comme les autres. Florence Billat et Muriel Igier, que leurs collègues appelaient Floriel, ont partagé le même poste chez Hewlett-Packard pendant 21 ans. Oui, vous avez bien entendu, 21 ans de job sharing. Autrement dit, un seul poste partagé à 2 durant toutes ces années, chacune travaillant à 60%. Le job sharing, c'est une organisation encore méconnue en France, mais qui leur a permis d'assumer des responsabilités de haut niveau tout en gardant un vrai équilibre personnel et de bâtir une carrière solide dans la finance d'entreprise. Je leur ai posé toutes mes questions. Comment pose-t-on les bases d'une collaboration aussi long terme en termes d'organisation, de communication et de stratégie? Comment est rémunérée une telle organisation en duo et comment va-t-on négocier des promotions et des augmentations pendant 21 ans? Comment se passe concrètement le quotidien d'un binôme en job share? Qui s'occupe de quoi et comment se passe-t-on les dossiers de semaine en semaine? Et surtout, je leur ai demandé ce que le job sharing leur a apporté professionnellement et comment celui-ci a changé leur équilibre de vie pro et perso. Vous allez découvrir un récit où s'entrelacent amitié, professionnalisme, un grand respect mutuel, une grande confiance et des ambitions de carrière partagées. Bonne écoute! Bonjour Florence et bonjour Muriel et bienvenue sur Le Tilt. Je suis ravie de vous recevoir à mon micro. Vous m'avez été présentées par Léna et Florence de l'épisode précédent sur Le Tilt, qui sont venues me parler de job sharing, une forme de travail que j'ai découvert avec elles et que j'ai trouvé géniale. Et quand je les ai eues au téléphone pour la première fois, elles m'ont dit « Il faut absolument que tu rencontres Floriel ». Et je me suis dit « Mais qui est Floriel ?» Et il se trouve que Floriel est un duo et c'est vous. Donc vous allez nous parler de votre expérience en job sharing pendant 21 ans. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter chacune sans parler de votre travail, s'il vous plaît? Donc, je suis Florence Billat, j'ai 66 ans. Je suis à la retraite depuis quelques années après une carrière de 37 ans chez un employeur qui était Hewlett-Packard, où j'ai fait une carrière en direction financière. Voilà, je suis originaire de Grenoble et j'ai travaillé à Grenoble toute ma carrière professionnelle également. Et maintenant, depuis que je suis à la retraite, je partage mon temps entre Grenoble, où j'ai gardé des engagements associatifs, mon réseau amical, relationnel. Et puis la Savoie, le Beaufortin plus précisément, où je passe aussi beaucoup de temps, puisqu'avec mon mari, on est très accro à la randonnée en montagne, que ce soit en été ou en hiver. Voilà. Et vous, Muriel? Bonjour, alors moi je suis Muriel Igier, j'ai 63 ans. Je ne suis pas originaire de Grenoble, mais de l'Est de la France et je me suis déplacée à Grenoble pour travailler. Donc je suis grenobloise depuis 40 ans, pas loin. J'ai 2 enfants qui sont devenus très grands maintenant. Je suis en retraite depuis un an. Je suis devenue professeure de yoga. J'occupe mon temps entre le yoga, les réunions politiques, mes enfants et mes petits-enfants, mes amis, la montagne, etc. Je suis très occupée. Alors, comment est-ce que vous me décririez ce qu'est le job sharing? En fait, c'est simple. En quelques mots, c'est partager un poste, mais à 2 personnes. Donc, un poste occupé par 2 personnes. Voilà.
Et alors, comment est-ce que vous avez été amenés à travailler en job sharing toutes les deux? Alors, c'est très simple, en fait. Après une dizaine ou une quinzaine d'années d'expérience, nous étions toutes les deux mères de famille, en fait, avec des jeunes enfants, et dans un double désir. Le premier d'avoir une vie plus équilibrée, un petit peu moins prenante et donc plus équilibrée, permettant de concilier vie de famille et vie professionnelle, mais également conserver nos responsabilités, un job à responsabilité et éventuellement même continuer à évoluer dans notre carrière. Et quand on a exprimé ces besoins contradictoires, on a eu la chance d'avoir un manager femme anglo-saxon qui connaissait le job sharing, qui nous en a parlé, qui nous a encouragés à explorer cette voie. C'est quoi les avantages selon vous du job sharing concrètement versus un temps partiel plus classique en fait? Voilà, le temps partiel plus classique, c'est clair, c'est que en général, sur des postes de cadre, c'était du 80% parce que c'est beaucoup les femmes qui souhaitent avoir un jour par semaine, surtout quand elles ont des enfants. Et pour le poste, c'est extrêmement difficile de l'adapter à 80%. Donc, et Muriel d'ailleurs pourrait en parler aussi puisqu'elle l'a pratiqué. Et quand on est à 80%, le plus souvent, en fait, on est amené à avoir les mêmes responsabilités, le poste n'est pas adapté, le même niveau d'engagement, même quantité de travail, mais à 80%. Donc, on finit par travailler à 100%, mais payer 80%. Et en plus de ça, en étant vu comme quelqu'un d'un peu désengagé parce qu'on a justement demandé un 80%. Donc, en fait, le 80% au temps partiel, dans ce genre de job, a beaucoup d'inconvénients, alors que le job share en a à lui beaucoup d'avantages. Bon, alors, je ne vais pas tous les dire maintenant, pas tout dévoiler d'un coup, mais tous les inconvénients du temps partiel sont palliés par le job share. L'autre Florence de l'épisode juste avant le vôtre disait à mon micro la semaine dernière, le temps partiel à 80%, c'est l'arnaque. Et c'est ce que vous décrivez. C'est qu'en gros, on a les inconvénients, mais pas les avantages de Exactement. cette réduction. Mhm. Moi, je l'ai pratiqué donc avant le job share. C'est absolument infernal parce qu'on a un jour soi-disant off. Évidemment, il y a toujours des réunions importantes et stratégiques ce jour-là et on vous demande d'y participer. Plus, évidemment, la vie continue. Et moi, ça m'est arrivé un certain nombre de fois que mon manager me dise le mardi soir, ah, c'est super, t'es off demain. Ben écoute, ça attendra jeudi matin. Donc, et tu me fais toute cette analyse pour jeudi matin. Donc, et si c'était pas mon manager, c'était les projets. Enfin, c'était sans arrêt. Ce n'est pas un jour off. Voilà. Mhm. Je pense que c'est très important de pouvoir parler justement de la manière dont on peut moduler le temps de travail. Et le job sharing, du coup, est une manière de pouvoir organiser le travail autour de ses contraintes aussi personnelles. Est-ce que vous pourriez nous dire chacune à quel poste vous étiez avant d'avoir ce poste partagé? Je peux commencer. Donc, c'est Florence. Moi, j'étais sur un poste de management de l'équipe finance d'une entité business de HP. Voilà. Donc, j'avais une petite équipe d'analystes et c'était un poste de reporting et d'analyse financière. Bon, en fait, moi, j'avais exactement le même type de poste, hein. Manager financier d'un autre business avec une petite équipe, la même chose, et on avait le même manager. Il y avait un directeur financier qui avait plusieurs managers, et on était toutes les deux managers reportant au même directeur financier. Quand vous étiez toutes les deux sur votre poste, vous avez eu cette manager anglo-saxonne qui vous a fait penser au job sharing. Est-ce que vous travailliez ensemble avant ou alors vous vous êtes rencontrés au travers de vos demandes respectives de réarranger votre temps de travail? Alors, on ne travaillait pas vraiment ensemble puisqu'on était chacune sur notre business. C'était des business indépendants. Mais néanmoins, on avait eu déjà quelques staffs financiers. Par exemple, le staff du directeur financier regroupait les managers financiers. Donc, on s'était déjà côtoyés dans des réunions de staff, des réunions de revue d'équipe, etc. On avait quelques réunions en commun, mais pas de travail en direct. Donc vous vous connaissiez de visu en fait. Oui, et puis quand même un peu plus, parce que Hmm. dans un meeting, par exemple, quand on fait une revue d'équipe, on peut voir comment l'autre manager
interagit, comment il considère ses équipes, quelle attention il a à ses équipes, et comment il présente son business. Et donc, ça nous a permis quand même d'avoir, enfin pour ma part, beaucoup de respect et d'estime pour Florence et de me dire, bah, c'est quelqu'un avec qui j'aurais envie de travailler. Voilà. Oui, on se connaissait déjà un peu plus que des visus, c'est clair, hein. Donc on avait en effet une expérience un peu de travail en commun. Et puis on avait aussi des relations bon un peu extra professionnelles. Donc on a eu l'occasion de se côtoyer un peu en dehors du boulot. Donc on se connaissait malgré tout un peu. Et c'est une condition, je pense, très importante qui a expliqué le succès aussi de l'équipe qu'on a constituée. Justement, ça, c'était une de mes questions pour vous. À partir du moment où vous saviez que vous alliez former ce binôme en job sharing, donc sur ce poste, comment vous avez posé les bases de ce duo-là? En fait, on a passé pas mal de temps à réfléchir pour définir ce qui était important pour nous, c'est-à-dire par exemple la charte de valeurs, nos objectifs personnels et professionnels, s'assurer qu'ils étaient compatibles. On s'est dévoilé l'une à l'autre avec beaucoup de transparence sur nos forces et nos faiblesses. Et donc, en fait, c'est important d'avoir une cartographie de chacune et du binôme pour assurer qu'il y a une compatibilité. Ensuite, on est passé à l'organisation. Donc, ça a pris pas mal de temps hein, quand même. On a défini comment on voulait communiquer, comment on voulait s'organiser d'un point de vue logistique. Par exemple, un seul mail, un seul téléphone, comment on allait établir nos horaires, comment on allait faire le classement, la transmission d'informations, comment on allait s'organiser par rapport à notre manager, par rapport à nos équipes, comment on allait gérer aussi notre performance, nos objectifs, notre performance, nos évaluations, parce qu'il fallait qu'on le propose à notre chef, en fait, notre évolution Hmm. de carrière. Donc, dès le début, c'était assez amusant. On a dit, notre évolution de carrière, notre objectif, c'est la promotion. Ça fait sourire pas mal de gens, mais de dire, ah ben ah bon, c'est dans vos objectifs. Non seulement vous voulez rester là, mais vous voulez progresser. Eh bien, oui. Et on a essayé de couvrir le spectre total de nos responsabilités, de notre fonction de s'organiser. C'est important de le faire au départ. Après, on peut toujours s'ajuster, mais faire la cartographie au départ, c'est vraiment indispensable. Si je peux compléter, je pense que pourquoi on a passé tout ce temps-là, c'est aussi pour limiter les risques et en fait essayer d'anticiper au maximum les surprises ou les difficultés. Et je pense on y est bien arrivé, mais on avait quand même un plan au cas où ça ne marcherait pas. Et donc, je pense que ça a aussi contribué à rassurer tout le monde. C'était quoi ce plan du coup? Ben, c'est que je restais sur mon job et que Muriel cherchait un autre job. Ouais, donc vous avez donné un plan B en fait pour que ça rassure l'intégralité C'est de vos ça. partenaires. Ok. Mm, mm. Et Donc, surtout parce qu'on avait des partenaires qui n'étaient pas vraiment rassurés. En particulier, le management business français, pour lequel on allait travailler, il n'avait jamais vu cette organisation. Il était très angoissé. Il pensait qu'il allait devoir multiplier la communication par deux, répéter à l'une, à l'autre. Il était très angoissé. Donc, il lui fallait un plan B. Est-ce qu'il avait d'autres craintes ou pas? Savoir aussi comment il allait évaluer. La question quand même qu'il a posée dans ces termes, moi, ça m'a fait rire. Sur qui je vais taper si j'ai un problème? C'est très masculin, mais sur qui je vais taper? Alors, il y a plein de questions qui me viennent. Déjà, vous parliez de pouvoir passer des étapes en termes de responsabilité, d'ambition, etc. Dans votre duo. Quelles ont été vos différentes responsabilités et jusqu'à quel niveau vous avez été ensemble? on a été responsable d'équipe financière, donc manager, et puis directeur financier en fait d'une entité business internationale, donc avec en faisant partie d'un comité exécutif d'une entité business, donc contribuer au pilotage stratégique de l'entité et en ayant des équipes qui ont pu aller jusqu'à 40 personnes et qui étaient pas seulement à Grenoble, bien sûr, mais réparties dans tout le monde. Donc, on a fait du management d'équipe à distance en job share. C'est génial. Vous avez vraiment gravi les échelons et vous avez étendu votre scope en fait, toutes les deux. On les a étendus et puis on a fait des mouvements latéraux
latéraux aussi, donc on a changé de secteur, d'activité, on a changé d'interlocuteur, on a eu plusieurs managers, je sais pas, au moins, on n'a pas compté exactement, mais sûrement pas loin d'une dizaine. Donc à chaque fois, il fallait réapprendre le job share à notre nouveau manager, le reconvaincre. Je pense que globalement, on les a à peu près tous convaincus. Alors peut-être une ou deux exceptions près. Et puis réapprendre à travailler avec les équipes. Mais là, je pense que ça a été quelque chose de très gratifiant. Bon, on pourrait y revenir, mais le travail en job share avec les équipes, c'est toujours super bien passé. Je pense que tous les gens qui ont été dans nos équipes en gardent un bon souvenir. Voilà, donc oui, ça nous a permis, enfin, on a pu évoluer en job share plusieurs fois et on a rempli notre objectif initial, je crois. Bravo, c'est vraiment très inspirant. Alors, j'ai beaucoup de questions sur le côté logistique pragmatique de l'installation d'un tel mode de travail. Ça ressemblait à quoi une semaine type des Floriel? En fait, on travaillait chacune 3 jours par semaine. Donc, en fait, c'est un 120% quand on additionne les deux, 60%, c'est clair. Et donc, on avait un jour de recouvrement où on travaillait ensemble. Alors, au début du job share, on a passé pas mal de temps ensemble sur cette journée-là. Donc, on gardait du temps dédié pour nous deux. Et puis, le temps passant et notre expérience progressant, enfin, on a pris des réflexes et on a eu besoin de passer, en fait, beaucoup moins de temps ensemble sur le jour de recouvrement. Donc, il nous est même arrivé, je pense, de passer des semaines sans avoir de temps perso à deux, mais sans que ça entrave ou sans que ça pénalise, en fait, le bon fonctionnement. Par contre, ce qui était indispensable, c'est qu'on se passe le témoin avant de démarrer. Donc, celle qui démarrait avait pris connaissance de toute l'information en compte rendu, en consigne avant de démarrer. Donc, on le faisait quand même en général à la maison, hein, il faut le dire, pour être tout de suite opérationnel. C'était là aussi une condition parce que un des critères fondamental de réussite du job share, c'est qu'il soit transparent pour ceux avec qui on travaillait. Voilà, c'est-à-dire que tous les efforts pour que le job share marche soient pris en charge par nous deux et que nos partenaires, que ce soit le boss, les équipes ou les gens avec qui on travaillait, n'aient pas d'efforts à fournir, ne se posent pas de questions et que ça soit pour eux identique à travailler avec une seule personne. Il y a eu quelques moments où c'est pas le cas. Il y a aussi des moments où c'est différent que de travailler avec une personne et notamment plus riche. Mais sur le plan organisationnel, c'était notre objectif. Est-ce que dans votre binôme, vous aviez un partage des compétences ou alors des scopes définis ou alors toutes les deux vous touchiez à un peu tout sur le poste? C'est une question très intéressante et on a passé beaucoup de temps à définir ce qu'on allait faire. Et on s'est dit que si on partageait, en fait, on reviendrait aux inconvénients du temps partiel, c'est-à-dire que si vous avez, Florence prend le projet A et je prends le projet B, eh bien, pas de chance. Quand je travaille, il y a des réunions importantes sur le projet A et donc Florence doit revenir. Donc, enfin, on peut pas, enfin, on pourrait certainement, mais ça, c'est l'inconvénient majeur. Donc, nous avons décidé de ne pas partager les responsabilités. Alors, c'est un peu plus complexe de savoir tout sur tout. C'est complexe, bah, Florence en a parlé tout à l'heure, en termes de transmission d'informations. Mais ça permet, en fait, à la personne qui travaille de pouvoir travailler sur tous les projets, en fait, avec n'importe quel collaborateur, en ayant la compétence et en dérangeant le moins possible la personne qui ne travaille pas. Alors, c'est complexe, mais on a fait ce choix. En fait, comme Florence l'a dit, au cours du temps, on a amélioré notre transmission d'informations. Au début, on passait beaucoup de temps à se transmettre l'information. À la fin des 21 ans, on ne va pas dire un duo parfait, mais ça marchait très, 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 très bien. Comme dit Florence, on n'a pas eu besoin de passer beaucoup de temps dans les dernières années pour se passer l'information. Alors, il y avait quand même un secret hein, pour arriver à ça, c'est l'organisation. Il faut avoir une organisation proche de la perfection. C'est-à-dire que chaque projet ou chaque réunion, elle est résumée quelque part avec les points clés dans un mémo
et que ce mémo, il est classé et accessible à l'autre, en fait. Alors, c'est un peu pénible, mais quand c'est fait, c'est vraiment, que c'est bien classé, c'est vraiment extraordinaire. C'est très puissant. Et d'ailleurs, il y avait même des gens dans l'organisation qui nous disaient, est-ce que toi, tu aurais des informations sur ce qui s'est passé la dernière fois? Ou notre boss même. Parce qu'en fait, ils savaient que nous, on l'avait. Et donc ça, c'était très drôle. Voilà. Et puis en plus, pour le passage de l'information, on utilisait aussi Excel parce qu'on est quand même des financières. Donc, et en fait, on faisait ce qu'on appelle un suivi ou tracking de toute l'activité dans la journée. Donc chaque activité était listée, résumée en une phrase et avec le point de classement. Donc c'était quand même très fort en fait, hein, voilà. Je trouve ça très impressionnant. En fait, je fais le lien avec des outils qu'on peut avoir aujourd'hui, par exemple avec ChatGPT, ou je pense à un outil que moi j'utilise qui s'appelle Toggle, qui permet de savoir quel temps on alloue à quelle tâche, qu'est-ce qu'on en a fait, etc. Mais vous avez précédé tout ça, en fait. Vous avez vraiment Oui. processisé la manière d'être transparente dans le temps de travail pour pouvoir en faire quelque chose de productif, enfin de passer le témoin à quelqu'un et qu'il en fasse quelque chose de productif. C'est quand même assez exceptionnel. Est-ce que vous avez la sensation, l'une et l'autre, d'avoir eu accès à l'intégralité du poste pendant toutes ces années? Ah, moi, je dirais clairement oui. Oui, oui, bien sûr. Mais alors là, on n'hésite pas une seconde à répondre. On était responsable de l'intégralité du poste en job share. Mais Hmm. on ne pouvait pas être efficace sur le job share sans avoir, comme l'a bien expliqué Muriel, une connaissance de tout ce qui se passait, de tous les projets. Et pour revenir à ce que je disais précédemment, parce que justement, pour les gens avec qui on travaillait, ils ne devaient pas se poser la question, est-ce que j'ai discuté avec Muriel ou est-ce que j'ai discuté avec Florence et est-ce que je vais voir Florence parce qu'elle va pouvoir me répondre ou pas, voilà. Ils devaient considérer le job share comme une personne et c'est ce qui se passait. Hmm. Et donc, on communiquait sous l'identité du job share. Donc, c'est évidemment pour ça qu'il y avait qu'un mail, qu'un numéro de téléphone, et que on signait les mails du nom du job share, donc soit Floriel, soit Flomu, mais Alors, est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire derrière votre nom de code? Enfin, pas de code, mais en tout cas de duo. Parce que je trouve ça génial. Ça va loin dans l'identité professionnelle d'avoir un nom ensemble. Comment c'est arrivé sur la table? Floriel, je crois que c'est nous qui l'avions proposé. Enfin, Muriel, tu me diras si je me souviens mal. Et au fil du temps, c'est plutôt Flomu qui s'est imposé comme nom professionnel. Pourquoi? Je sais plus parce qu'un de nos boss l'a utilisé à un moment donné, je pense. Et puis c'est très facilement, c'est court et c'est prononçable très facilement en anglais parce Voilà, qu'on a c'est ça travaillé en anglais. le point. C'est que pour les anglo-saxons, Floriel, c'était déjà un peu compliqué. Voilà, c'était C'est un peu vrai, plus compliqué. le yel, il Florian, est compliqué. Florian, Plomus, ça passait mieux. c'est sûr. Mais oui, et je reviens sur votre point identité parce que c'est vraiment un point central, c'est-à-dire que dans le job share, on doit renoncer un petit peu à son identité pour créer le job share et créer l'identité du job share. Et donc le job share, c'était la somme de nos deux identités et faut aussi l'accepter. Mais c'est comme ça qu'on l'a fait marcher et qu'il a été efficace. Je suis contente que vous rebondissiez sur le point de l'identité, d'autant plus aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est la manière dont je le vois et dont j'enquête sur ces sujets depuis 5, 6 ans maintenant. On a un gros sujet autour de l'identité professionnelle. Qui on est dans le monde du travail, comment est-ce qu'on se présente. En termes de posture sociale, le travail est une part importante. Donc je trouve que c'est chouette aussi de pouvoir se dire, bah, en fait, on a réinventé la manière dont on construit une identité professionnelle, en fait. Ça me fait penser, je ne sais pas si vous connaissez, en agence de communication, c'est très courant les tandems comme ça entre les concepteurs-rédacteurs et les graphistes. Et en général, ils se font recruter à deux, en fait. C'est des tandems de compétences et ils passent d'agence en agence à deux. Et en fait, ils ont une identité professionnelle en tant que créatif binôme, quoi. Vous l'avez créé dans le monde corporate de la finance. Et ça, c'est incroyable. Et ce qui s'est passé, c'est que on s'est tellement fondu professionnellement et comme on signait toujours Florence et Muriel, enfin, quand je prenais un mail,
Je ne savais plus si c'était moi qui l'avais écrit ou si c'était Florent. J'étais incapable de le dire. Enfin, parfois oui, mais parfois non, parce que en fait, on avait fini par rédiger de la même façon, structurer de la même façon. Et moi, j'étais aussi fière de ce que Florence faisait. Enfin, ça faisait aussi partie de notre identité, se sentir assez souvent ou le plus souvent fier de ce que l'autre fait. Voilà. Hmm. Parce que sinon, si on dénigre l'autre personne, ça peut pas marcher en fait. En disant je l'aurais mieux fait. Ouais, c'est les bases de la confiance aussi pour pouvoir bien travailler ensemble. J'ai une question sur un côté très pragmatique. Comment ça se passe un entretien annuel en job sharing et comment se passent des négociations de salaire en job sharing? Bon, en fait, c'est très simple. C'est comme s'il y avait une seule personne. Et dans le monde corporate, dans les outils, ça va être un copier-coller. C'est une seule personne. On a un seul jeu d'objectifs. Les objectifs, c'est les objectifs du job share qui sont copiés dans le système parce que on est deux personnes quand même dans le système pour Florence et pour Muriel. On va avoir une seule évaluation, un seul entretien d'évaluation, donc un manager avec le job share en fait, un seul ranking, enfin une seule note, hein. Soit on va excéder les objectifs, soit on va juste les atteindre. Et puis on va avoir un seul salaire, enfin le même salaire, le même niveau de salaire, la même augmentation et les mêmes primes. Voilà. Et au départ, parce qu'en fait, au départ, on s'est mis ensemble, on n'a pas tout à fait le même niveau de salaire, il n'y a pas un gros écart. Florence avait un peu plus grâce à son diplôme de HEC, et on m'a réaligné sur ce niveau-là. Et donc après, on a vécu 21 ans avec la même chose. Ouais, c'est très transparent en fait sur toute la ligne. Même dans les négociations, parce qu'on parle d'un contrat en fait finalement. J'imagine que vous aviez quand même chacune un contrat avec HP d'un côté et de l'autre. Bah oui, un contrat HR, oui, forcément. Oui. Oui, c'est ça. Les outils HP nous ont aidés parce que quand même l'évaluation de performance était extrêmement structurée. Voilà. Avec une gestion par objectif et donc une discussion annuelle des objectifs, une discussion des résultats. Et donc la notation, le ranking était quand même extrêmement enfin objectif, c'est jamais 100% objectif, mais disons qu'il était vraiment basé sur l'accomplissement des objectifs. Cette discussion d'accomplissement, elle avait lieu à deux, en effet, avec notre manager. Et après, le salaire, l'augmentation du salaire était pratiquement déterminée par la grille de salaire et par la performance sur la notation de performance. Donc, ce qui était clé, c'était vraiment ça, la performance pour le salaire. La performance était celle du job share, c'est clair. Voilà. Donc, il fallait en accepter les règles. Et comme l'a dit Muriel, on était fiers du job share et fiers de l'accomplissement. Quand l'autre avait une réussite, on partageait la réussite. Quand l'autre avait une difficulté ou était remis en cause, on était solidaires de cette remise en cause et on défendait la décision qui avait été prise par le job share dans 99% des cas pour pas créer de faille parce que malgré tout, le job share peut être une opportunité pour certains de mettre un coin dans dans l'équipe et de remettre le job share en cause. Si on laisse cette solidarité être mise en cause. Donc il fallait Hmm. être 100% solidaire dans tous les cas. C'est intéressant ce que vous dites et je trouve que ça soulève quand même le sujet des tensions ou des désaccords aussi qu'on peut avoir, en tout cas sur le deux types de désaccords, soit sur le contenu du travail en lui-même, ou alors un désaccord ou une tension relationnelle. Comment est-ce que vous avez géré ça dans votre binôme? Des désaccords entre nous? Ouais. Écoutez, en fait, on avait comme règle, comme le dit Florence, de présenter une seule voix. Et donc, soit on les réglait potentiellement en amont, quand on savait qu'on avait une décision importante à prendre, bah, plutôt que d'aller toute seule la présenter, bon, on discutait en amont. Donc, on essayait d'anticiper. Et puis, évidemment, on ne pouvait pas tout anticiper. Donc, quand on prenait une décision et que l'autre trouvait que c'était une mauvaise, pas, enfin, que ça aurait pu être une meilleure décision qui aurait été prise, on en discutait. Et on voyait à ce moment-là ce qu'on devait faire. Soit
on remettait en cause la décision, mais c'est la personne qui l'avait prise qui venait le dire, soit on vivait avec la décision qui était prise. Sachant qu'en progressant, en fait, on était quand même toujours plutôt alignés dans les décisions qu'on devait prendre. Ouais, donc, c'est surtout au début qu'on a un petit peu eu quelques discussions sur les décisions qui avaient été prises. Voilà. Et comment est-ce que vous avez fait justement pour maintenir cette dynamique? Parce que 21 ans de carrière, c'est quand même long. Est-ce qu'il y a des secrets qui font qu'on arrive à maintenir la dynamique d'un tel duo? Je pense que il y a d'abord eu le fait qu'on ait changé de poste ensemble, donc ça nous a redonné des motivations, des domaines, de nouveaux domaines à explorer. Et je pense que bon, on est complémentaires, hein, donc on a parlé de l'identité. L'identité du Jobster, c'est la somme de deux identités. On n'a pas les mêmes identités et on était très conscients d'être complémentaires. Et donc on a pu nourrir cette identité. Mais je pense que l'une et l'autre, ce qu'on partage bien aussi, c'est la soif d'apprendre. Donc ça nous a porté aussi. Et puis, je pense qu'il y a une chose, la chose déterminante, à vrai dire, c'est qu'on y a pris du plaisir, voilà, et que ça nous a permis de satisfaire à la fois nos objectifs professionnels et nos objectifs personnels, tout en ayant un grand plaisir à travailler ensemble parce que le travail d'équipe est quelque chose de très qui apporte beaucoup, voilà, dans lequel on croyait tous les deux, toutes les deux, et qui nous a permis aussi de passer au travers des périodes difficiles de façon plus calme, plus sereinement et avec moins de stress. On était, je pense qu'on s'est posé une ou deux fois la question d'arrêter et que à la fin on a dit parce que on a dit on continue le job share, c'est la priorité en fait. Voilà. Hmm. Au-delà de tout le reste, c'est la priorité, c'est vraiment de rester en job share. Et alors, est-ce que vous avez eu la sensation que votre lien a évolué au fil de ces 21 ans chez HP et puis même aujourd'hui? Clairement. En fait, on se connaissait quand même peu, en fait, au départ, hein. Donc, on a appris à se connaître. On a dû se dévoiler, appris à se connaître. Et puis, on a fait beaucoup de choses ensemble en dehors d'HP, en fait. Enfin, en dehors du travail. On a eu pas mal de hobbies ensemble, liés à la montagne, liés au voyage, aux enfants aussi. On a partagé pas mal de choses. Et donc, et la preuve en est, c'est que maintenant, ça fait quelques années qu'on a quitté le job share chez HP et qu'on est toujours ensemble. Enfin, qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Qu'est-ce que On vous n'est pas faites ensemble. ensemble alors aujourd'hui? On fait des activités de randonnée, par exemple, beaucoup ensemble. On va à des spectacles ensemble. On passe du temps ensemble aussi. Voilà, simplement du temps partagé. On partage aussi des moments d'amitié parce qu'on a un cercle d'amis communs. Voilà, bon, alors c'est vrai qu'on est toutes les deux très accros à la montagne, donc c'est un lien fort. Et donc Muriel, moi je fais du ski par exemple, du ski de randonnée depuis longtemps, et là Muriel s'y est mise depuis quelques années, et donc on fait ça ensemble. Et voilà. Qu'est-ce qui a été avant l'autre, le lien professionnel ou le lien amical, mais les deux se sont développés en parallèle, je dirais. Qui de la poule ou de l'œuf, quoi? En fait, est-ce que c'est un Mm. ingrédient qui est nécessaire avant de se lancer finalement et qui va assurer la pérennité du lien? Ou alors est-ce que c'est le fait d'être vraiment compatible professionnellement qui fait que derrière, la relation est aussi plus fluide à construire, la relation d'amitié? Alors, si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde les autres couples de job share qu'on peut connaître, hein, ils sont pas forcément amis en fait. Ça dépend. Il y en a qui sont restés vraiment sur le plan strictement professionnel. Nous, eh bien, c'est juste que ça a bien fonctionné, et qu'on a eu envie de faire des choses ensemble et qu'on a développé, mais c'est pas obligatoire en fait. Hmm. Ce n'est pas obligatoire pour réussir le job share professionnellement. Est-ce que vous avez inspiré des duos en interne chez HP? Oui, on a, enfin, inspiré. Je pense que le succès de notre job share a donné envie à un certain nombre de duos à Grenoble. Il y en a eu quatre ou cinq qui ont bien marché. Il y a même eu des job share hommes-femmes. Et bon, par contre, de loin, on a battu le record de longévité. Vous détenez toujours la coupe.
Et en fait, on a été quand même le premier à Grenoble, ce qui a permis, qui a réussi. C'était important pour nous de le réussir pour ouvrir le chemin, puisque ça avait existé sur un poste quand même de manager. Ça permettait d'ouvrir la voie pour d'autres après. Vous disiez tout à l'heure, Florence, que selon vous, le job share, c'est aussi une manière d'amener beaucoup plus de richesse à l'entreprise. C'est quoi les plus d'avoir un poste staffé à 120% avec un binôme qui fonctionne pour l'entreprise? En résumé, c'est enfin, deux cerveaux pour le prix d'un. Voilà. Donc, c'est deux cerveaux sur un job. Ça assure plus de richesse, de créativité. Ça assure plus de recul aussi, puisque de fait, on était obligé de prendre du recul pour réfléchir à l'organisation et réfléchir aux décisions stratégiques, comme Muriel l'a dit, hein, pour éviter les surprises et pouvoir anticiper les décisions. C'est beaucoup plus prévisible, je pense, pour les managers et pour les gens avec qui on travaille. Et puis, il y a une continuité de service, malgré tout, parce que quand l'une est absente, ben, l'autre est toujours là. Ça, c'est arrivé, hein, parce que personnellement, j'ai eu un accident de ski, par exemple. Je me suis absentée 3 semaines. Ben, Muriel a pris le relais. Voilà. C'est aussi de ce point de vue-là, un intérêt. Et puis, pour l'entreprise, ben, c'est attirer et garder des gens mais en leur permettant d'avoir une vie en dehors du travail. Et je pense que, bon, d'une part, ça permet de retenir les gens. Je sais pas si Muriel ou moi, on serait resté HP s'il n'y avait pas eu le job share, c'est pas sûr. Et je pense que plus on a une vie en dehors de la vie professionnelle riche et satisfaisante, et plus aussi on peut être efficace et engagé au niveau professionnel. Je suis d'accord. Et et vous, Muriel, est-ce que vous sauriez nous dire, en fait, c'est quoi les bénéfices personnels, là, maintenant que vous êtes en retraite, dont vous avez bénéficié, en fait, grâce au job share? La première chose, je pense, c'est avoir un certain recul, une distanciation par rapport au job qu'on peut considérer vraiment comme un processus et une expérience intellectuelle. Un enrichissement mutuel aussi, puisque par exemple pour moi, enfin, de côtoyer Florence, j'ai appris beaucoup de choses, puisqu'on est complémentaires, ça permet de valider. On a traversé des périodes très très difficiles, donc ben, on avait un soutien mutuel, ça nous a permis de gérer mieux le stress. Moi, je pense que gérer le poste de directeur financier à travers toutes ces années, si on a pu le gérer sans burn-out, c'est essentiellement grâce au job share, puisque c'est quand même vraiment avoir le soutien quotidien. Bon, et après, évidemment, une vie plus équilibrée. Je ne reviendrai pas sur le plan personnel, n'avoir que 3 jours par contrat de travail. Ça permet quand même d'avoir du temps pour ses enfants ou ses hobbies. Et puis aussi le plaisir de, Florence en a parlé, le plaisir de travailler avec un partenaire qu'on connaît, qu'on apprécie. Hmm. Dit comme ça semble quand même être un bon modèle qui a de l'avenir. En tout cas, sur les différents enjeux qu'on a dans le monde du travail actuel, qui sont la santé mentale des collaborateurs, pouvoir gérer l'influx d'informations, la demande de tâches qui est toujours plus croissante avec les robots, les IA qui vont arriver, ça va être d'autant plus important. Ça semble être pour les deux parties en tout cas une bonne manière de pallier à ces problématiques HR qu'on peut avoir finalement. J'ai une question encore pour vous, Muriel. Comment ça s'est passé quand Florence est partie en retraite? Ah, j'ai j'ai été triste. J'étais très très triste et je me suis dit, oh là là, comment vais-je faire pour travailler toute seule? Alors, j'ai quand même tenu le coup, mais pas très longtemps. J'avais pas du tout envie de travailler seule. Alors j'ai repris un job à 70%, 3 jours et demi. Et donc, comme j'étais très expérimentée, c'était quand même un peu plus facile de prendre un job à 70% en direction financière. Mais néanmoins, Florence me manquait tellement, j'avais tellement l'habitude de travailler avec quelqu'un, j'ai trouvé une solution pour partir. Hmm. Voilà. Donc du coup, cette période entre le départ de Florence en retraite et votre départ à vous, ça a duré combien de temps?
Bon, je sais plus en fait. En gros, même pas un an en fait. Voilà. Hmm. Bon, c'était pas convaincant, quoi. Non, non, j'avais vraiment pas envie de rester. Après avoir fait 21 ans de job share, je n'avais absolument pas envie d'avoir une charge mentale à 100% toute la semaine. C'est vraiment, on l'a pas mis sous le nom charge mentale, mais charge mentale en job share, le jour où enfin, le soir où vous partez, vous prenez les 4 jours, euh, vous laissez la charge mentale dans l'entreprise. Bon, bien sûr, s'il y a quelque chose, l'autre personne va vous appeler, etc. Mais vous êtes tranquille, vous partez en vacances, c'est la charge mentale, elle reste. Parce que les vacances chez HP, quand on est directeur financier, ce ne sont pas des vacances. Il y a des conférences stratégiques, il faudrait mieux y aller. Et vous, il vaut mieux y aller, sinon vous retrouvez votre équipe en lambeaux. Euh, bon, en fait, c'est jamais une charge mentale à zéro. Et donc, c'est insupportable. Enfin, insupportable, voilà. Et du coup, vous, Florence, quand vous êtes partie en retraite, ça a été quoi votre sentiment de quitter le job sharing? Bah, quitter le job sharing, c'est ce qui a été le plus dur en fait, hein, honnêtement, parce que je savais que je créais un problème pour Muriel. Et puis bon, les conditions n'ont pas toujours été très simples parce que voilà, il fallait l'approbation de l'entreprise, donc ça a pris du temps, il y avait des incertitudes. Voilà, donc quitter le job share, ça a été la seule chose négative dans mon départ. En fait, pour le reste, en fait, j'étais prête à partir, et je pense une des raisons pour lesquelles j'étais prête à partir, c'était aussi le job share, voilà, parce que j'avais une vie en dehors d'HP et que je savais ce que j'allais faire de la retraite. Donc je savais que j'allais pouvoir profiter de mon temps après l'activité professionnelle. Voilà. Arrêter mon activité professionnelle en soi n'a pas été un problème. Arrêter le job share, ça a été un problème. Et en fait, comme l'a dit Muriel, comme on l'a continué un peu en dehors d'HP et qu'on continue comme on en a parlé, continue à passer en fait du temps ensemble et la relation est restée. Donc, au final, Hmm. c'est pas du tout un souci. C'était une mue de relation finalement. Voilà. Et j'ai une question pour vous, Muriel, parce que vous avez dit en introduction que vous étiez devenue prof de yoga. Oui, exactement. Je veux savoir comment ça s'est passé. Ah non, mais moi, j'ai eu beaucoup de chance parce j'ai profité des plans de licenciement d'HP qui sont extrêmement agréables et avantageux. Et donc, je pouvais choisir une formation qui pouvait être celle que je voulais. Donc, j'ai choisi une formation de yoga en Inde et c'était OK. Et donc, je suis devenue prof de yoga. C'était quand même un challenge pour moi parce que, en fait, j'avais fait très peu de yoga avant. Et je me suis retrouvée avec des jeunes, très jeunes, en formation en Inde, dans un ashram à la discipline difficile. Mais donc ça, c'était novembre 2019. Mais ça m'a beaucoup plu et je suis devenue prof de yoga, vraiment. C'est génial. J'aurais aimé être une petite souris et voir la personne dans la DRH qui a signé votre convention de formation pour vous envoyer dans l'ashram en Inde. Vous avez, à mon avis, dû rester dans les mémoires. Oui. Ben, en fait, c'était des consultants payés par HP. C'était donc et le consultant m'a dit, vous savez, vous avez trop de chance. Vous avez des années en or devant vous. Vous avez trop de chance. Ah, c'est génial. Donc là, vous enseignez toujours aujourd'hui. Et oui, je fais toujours des cours en visio et puis quelques stages et quelques cours. Voilà, j'en ai fait encore un aujourd'hui. Voilà. Génial. Et je peux témoigner parce que je suis l'élève de Muriel qui m'a convertie au yoga. Et c'est une excellente prof, mais elle a beaucoup bossé pour y arriver. Elle s'est donnée dans le yoga à fond, comme elle se donnait dans son boulot à HP. C'est très inspirant, tout ça. J'ai une dernière question pour vous, Florence et Muriel. Alors maintenant, vous êtes en retraite, mais la question vaut toujours. Si vous pouviez constituer votre board de rêve dans lequel vous mettriez des personnes, personnalités, entrepreneurs autour de la table pour vous aider et vous conseiller tout au long de votre carrière et votre retraite, qui est-ce que vous mettriez dedans? On a réfléchi en termes, enfin, on pourrait réfléchir en termes de compétences et descriptions. Pas vraiment, on veut pas nommer de personne pour ne blesser personne. Mais on aimerait avoir un coach HR, coach de ressources humaines,
qui nous aiderait vraiment à valider les objectifs, tenir le cap, nous encourager. Voilà, donc ça serait la première personne d'un coach HR. On voudrait aussi un mentor, c'est-à-dire quelqu'un qui est complètement extérieur, pas complètement, mais extérieur à notre business, avec qui on peut partager nos défis et puis qui nous aiderait à prendre du recul et développer notre réseau. Alors, si possible, on aimerait avoir un boss. Alors, notre boss imaginaire de rêve, c'est un boss créatif et visionnaire, exigeant. On aime bien les boss exigeants, parce que exigeant, ça fait progresser, en fait. Et ouvert et avec un brin d'humour. Voilà. Et puis après, au niveau des collaborateurs, collaborateurs créatifs, coopératifs, challengers. On aime beaucoup les gens qui nous challengent en fait, parce que ça nous permet aussi d'ouvrir, hein. Selon les cultures, c'est pas toujours évident. Enfin, comme on a eu l'occasion de manager des gens de toutes les cultures, par exemple, les Asiatiques ne challengent jamais, et c'est très complexe puisque en fait, on peut donner des objectifs idiots et ils exécutent de façon idiote. Donc ça, c'est vraiment Hmm. non, mais avoir des collaborateurs exigeants et challengers, c'est vraiment très bien. Voilà. Et avec l'esprit d'équipe. Voilà, on a un peu décrit notre environnement de rêve comme ça. C'est beau. On sent que vous avez travaillé ensemble, que tout est cohérent, que vous connaissez bien vos besoins. Florence et Muriel, est-ce qu'il y a quelque chose sur le job sharing que je vous ai pas demandé et où vous vous dites, ah, ça quand même, c'est une info intéressante pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent et qui se posent la question du job sharing? Alors moi, j'ai un point qu'on n'a pas abordé quand même, c'est le salaire. C'est quand même vraiment important, c'est que vous passez de 100% à 60%, on n'en a pas parlé. Bah, c'est pas tellement évident quand même, hein. Il faut convaincre sa famille en fait. Déjà, enfin, voir si ça passe d'un point de vue budgétaire, et puis convaincre sa famille, lui dire, bah voilà, voilà, je gagnais un salaire, je vais plus gagner que 60%. Et donc ça, faut vraiment bien réfléchir à ça. Alors nous, on a résolu le problème, on a augmenté notre job level, enfin, on a augmenté nos responsabilités, on a augmenté notre salaire, et c'était très bien, hein, voilà. Mais bon, au départ, c'est pas facile. Ouais, mais c'est un très bon point. Merci de l'aborder parce que effectivement, quand on touche au temps de travail, on touche forcément au financier. C'est important même, je dirais. Florence, Muriel, Floriel, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à mon micro. Et moi qui explore les nouvelles formes de travail depuis 6 ans, il était passé sous mon radar et je découvre vraiment quelque chose que je trouve vraiment très vertueux. Donc voilà, très contente de pouvoir le faire découvrir à ma communauté. Merci beaucoup, Léa, pour l'invitation. Merci, au revoir. Merci énormément à Florence Billat et Muriel Igier d'avoir partagé avec nous leur incroyable aventure professionnelle en job sharing chez HP. Leur expérience est vraiment la preuve qu'on peut construire une carrière ambitieuse autrement, à deux et sur le long terme. Alors si cet épisode vous a plu, pensez à partager autour de vous, à vos collègues, vos managers, vos amis qui cherchent de nouvelles façons de travailler. Et si vous avez envie de continuer la conversation, je vous donne rendez-vous sur LinkedIn. Ajoutez-moi Léa Audrin, dont le lien est en description. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Tilt.